Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode d'Histoire 2, et aujourd'hui ce sera une histoire de femmes savantes. Pour traiter de la question des femmes savantes, on est toujours accompagné des mêmes personnes, donc Antoine, Lino et Céline Perrol. Et pour vous expliquer un peu plus ce que c'est les femmes savantes, je vais laisser la parole à Antoine. Donc quand on parle de femmes savantes, on précise c'est plus des femmes qui ont des connaissances scientifiques liées à la médecine et non pas des femmes liées au domaine littéraire. Donc du coup, moi j'avais travaillé sur Trotula de Salerne l'année dernière. C'était pas un nom qui était proposé au début, mais en fait, j'avais envie de chercher un peu sur internet ce qu'il y avait comme femme médiévale. J'avais tapé exactement ça d'ailleurs, femme médiévale. Et dans ce qui était ressorti, il y avait donc cette femme Trotula, dont j'avais jamais vraiment entendu parler auparavant. Donc ça m'a intéressé d'aller voir qui elle était. Du coup, Trotula de Salerne, c'est une femme médecin de l'époque médiévale. En entendant ça, ça peut paraître un peu étrange, puisqu'on n'attribue pas forcément la position de médecin à des femmes, surtout à l'époque médiévale. Mais c'est une femme médecin qui s'intéresse principalement aux femmes et qui est un personnage qui est quand même assez mystérieux, puisque aujourd'hui on a enfin, on ne sait pas vraiment si elle a existé. Trotula, si ça a été une seule personne, une seule femme, si ça a été un groupe de trois femmes, ou alors si c'est un homme ou un groupe d'hommes. Il y a beaucoup de mystères autour de cette personne. Est-ce que ça porte un nom, ça, le fait de se faire passer vous êtes pour une femme alors qu'on est un homme, ou est-ce que Madame Perrault, vous avez des précisions à nous apporter par rapport à ça? Bah, non, pas vraiment. C'est-à-dire que dans le cas de Trotula, on a des textes, on a des manuscrits, on a beaucoup de manuscrits, mais on n'a pas de renseignements précis sur cette femme, sauf quelque chose dans une chronique d'Orderic Vital, mais on n'a pas de renseignements sur la personne. Et dès l'instant, ça c'est quand même une particularité de l'histoire des femmes, dès l'instant où l'auteur, l'autrice peut être une femme, on se pose des questions. Mais est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce qu'elle a été toute seule? Est-ce qu'elle était capable d'avoir tout ce savoir? Pourquoi elle l'a transmis en tant que femme? Donc il y a quand même quelque chose dans l'histoire qui fait que quand un texte est attribué à une femme, ça soulève de nombreuses questions. Et c'est le cas pour Trotula, parce qu'on n'a pas d'infos sur la femme, sur le personnage historique, mais on a des textes. Oui, on a plein de textes sur Trotula, du coup, en ayant travaillé dessus, on en a où elle s'intéresse. En fait, si on revient un peu plus loin, la particularité de Trotula, c'est donc qu'elle est gynécologue. On pourrait peut-être même l'apparenter à la mère de la gynécologie, au final, qui porte vraiment ce nom-là. C'est d'une personne qui s'intéresse vraiment au corps des femmes, que ce soit pendant la grossesse, mais pas que, c'est aussi s'intéresser aux menstruations, c'est aussi s'intéresser à la cosmétique. Tout ce qui a rapport de près ou de loin au corps des femmes, elle va s'y intéresser. Et elle sort d'ailleurs un livre par chaque partie pour les maux qui vont toucher les femmes, pour essayer de soigner un peu tout ce qui peut se passer pendant la grossesse. Donc Trotula, il y a tout ce qu'il y a autour de ça. Et je pense que Lino, ce dont tu voulais parler, c'est l'effet Mathilda. Hmm. C'est donc cet effet de vouloir enfin, que des hommes veuillent s'accaparer en gros les mérites d'une femme. Mais là, comme c'est un peu plus large que ça, c'est même on se questionne sur son existence, mais pas que le fait que c'est des hommes qui ait voulu qui ait voulu s'emparer de ce qu'elle a découvert ou des choses comme ça. C'est plus large que ça pour elle. C'est vraiment, on ne sait pas si elle a vraiment existé, donc on ne peut pas trop parler d'effet Mathilda, même si les quelques experts de Trotula qui existent Mhm. en parlent quand même assez régulièrement, on va dire. Bah oui, parce que on s'est intéressé quand même à Trotula depuis les années, fin des années 90 et début des années 2000, dans une perspective d'histoire féministe. Mm. Donc, on se pose toujours la question, voilà, de cet effet Mathilda. Est-ce que les femmes sont capables d'inventer? Oui, certainement, mais est-ce que les hommes vont pas leur chipper leur invention? Donc, c'est l'occasion pour les femmes, avec Trotula, de rappeler que la gynécologie serait née dans le sud de l'Italie à la fin du XIe siècle, au tout début du XIIe siècle, grâce à une femme. Et les historiens ont quand même régulièrement remis ça en question. Donc rien que de leur mettre en question, ça pose une question de rapport à la connaissance des femmes et aux capacités intellectuelles des femmes. Ouais. Moi, c'était par rapport. Tout à l'heure, on a précisé que Trotula Cerne, du coup, était plutôt spécialisé en gynécologie. Ouais. Est-ce que. Donc, Noël, tu disais que la gynécologie, ça peut s'apparenter à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, du coup, c'est tout ce qui va toucher. Gynécologie, obstétrique, un peu plus largement, tout ce qui maintenant a été un peu décomposé en plein de branches différentes de la médecine. D'accord. C'est un peu comme ça au Moyen Âge.
Donc c'est reconnu en tant que tel. Et est-ce que c'est un milieu qui est plutôt ouvert aux femmes ou qui est plutôt fermé? Est-ce que on a peut-être plus une transmission de des traditions de femme en femme, de ce qui se sait en tout cas, mais sans forcément qu'on les nomme gynécologues? Ou est-ce c'est une science? Est-ce que... Alors souvent, on a eu tendance à opposer une tradition de transmission orale, notamment pour tout ce qui concerne les femmes, de génération en génération, par les femmes elles-mêmes, par les sages-femmes, donc des choses qui échappent complètement à l'historien, avec l'idée qu'on arrive au XIIIe siècle ensuite à une médecine plus théorique qui est là produite par des hommes et pour des hommes. Donc ce qui est intéressant avec Trotula, c'est qu'on est quand même dans la théorie, dans la spécialisation de la médecine, parce qu'elle est bien médecin, hein, elle n'est pas sage-femme, elle est chirurgienne même certainement, donc il y a différentes catégories hein, dans la médecine. Et il semblerait qu'il y ait eu plus d'une soixantaine de femmes médecins à Salerne à son époque. Donc ça veut dire que les femmes étaient bien représentées. Mais il faut remarquer que là, on est à une période charnière, hein, début du XIIe, ça va être encore vrai pour tout le XIIe siècle. Et puis, avec le développement des universités, bah, les femmes vont être exclues de la transmission théorique des savoirs. Donc, on a deux médecines, hein, une médecine de transmission orale, une qui se transmet par l'écrit. Les femmes avaient leur rôle dans la transmission écrite jusqu'à la création des universités. Et puis, avec la création des universités, elles se sont trouvées exclues. Donc, c'est pour ça que c'est un personnage vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'elle dérange un peu, peut-être aussi. Et est-ce que ces femmes qui ont été mises à l'écart quand les universités ont été créées, est-ce que du coup, on a plus d'hommes qui sont devenus gynécologues ou est-ce que c'est une fonction qui a été totalement délaissée du coup jusqu'à être un regain beaucoup plus tard, dans l'époque moderne ou dans l'époque contemporaine? Oui, je pense pas que ce soit une spécialité qui s'est développée, hein. C'est notamment, alors ça va être la grande période de la chirurgie hein, pour la fin du Moyen Âge et l'époque moderne, puisqu'on va réussir à opérer, etc. Le chirurgien va aussi changer de statut. La gynécologie, ça va quand même rester une affaire de sage-femme. Donc des médecins, vous me demanderez des noms de gynécologues, médecins à la fin du Moyen Âge, je ne saurais pas vous répondre, mais on revient un peu à une situation actuelle, hein, c'est-à-dire que c'est les sages-femmes qui ont la connaissance du corps des femmes, et quand il n'y a plus de gynéco, comme c'est le cas aujourd'hui, ben, on se tourne vers elles. Est-ce qu'on aurait un équivalent en France d'une trotula de Salerne? Est-ce qu'il y a une femme qui a fait des recherches sur la gynécologie où on a dû attendre plusieurs siècles avant que une femme ou même un homme s'intéresse à la gynécologie en France? Non, bah écoutez, en réfléchissant là, à votre question, il y a pas d'équivalent. Trotula, ça reste la référence, et ça, on le sait à partir du nombre de manuscrits, donc de copies de son œuvre, et encore à la fin du XVe, début XVIe siècle, quand on va produire des documents, enfin, avec la naissance de l'imprimerie, c'est elle qui restera la référence. Donc, je disais tout à l'heure que les femmes médecins ont tendance à disparaître avec l'affirmation de l'université. On sait qu'il y avait quand même des femmes encore médecins. Alors, gynéco, pas, je ne vais pas vous répondre, mais des femmes médecins étaient présentes dans les villes de France, d'Allemagne à la fin du Moyen Âge. C'était surtout des juives, hein. Donc, une médecine juive qui avait son importance, hein, certes, et qui restait fortement présente dans les villes, du moins. Est-ce que, parce qu'on a, du coup, on a évoqué en introduction la figure d'Hildegard de Bingen aussi. Est-ce que pouvez nous parler peut-être un peu des similarités ou des oppositions, des contradictions qu'on peut évoquer entre ces deux femmes, qui sont toutes les deux des femmes savantes, selon notre définition d'aujourd'hui. Mais Donc, c'est des femmes qui nous ont laissé des écrits, hein. C'est vrai pour Trotula, si on admet hein, entre nous là que Trotula existait et que c'est elle qui a produit les textes, on va se poser les autres questions, sinon on ne peut pas avancer. Hildegard de Bingen, elle, a laissé de nombreux écrits, donc des écrits, des traités aussi de musique, des chants, des poèmes, de la correspondance, donc beaucoup
choses très différentes, hein, parce que c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup j'ai pas parlé des traités de botanique, et c'est peut-être là qui la rapproche de Trotula. Donc, Hildegarde est morte un siècle après Trotula, et on connaît le personnage historique. On sait quand elle a vécu, où, et on est certain de son existence. L'héritage d'Hildegarde, il se fait encore ressentir, hein. Il faut savoir que le 7 octobre 2012, elle fut proclamée par le pape Benoît XVI en tant que docteur de l'Église, qui est considérée qui est la reconnaissance théologique la plus haute de l'Église catholique. Donc, on peut souligner que elle a encore un impact de nos jours, et que les écrits d'Hildegarde sont considérés comme des modèles pour tous les catholiques. Donc, au-delà de son importance durant l'époque médiévale, encore aujourd'hui, elle, euh, elle est une figure et une femme savante. Oui, Reconnue. oui, oui, oui. Oui, alors que Trotula, comme nous disait Kini tout à l'heure, bon, elle n'est pas vraiment connue. Hildegarde, on connaît les tisanes, on connaît l'importance de sa musique, et comme dit Antoine, elle a été reconnue comme docteur de l'Église, ce qui est important, c'est très important comme reconnaissance. Ça veut dire qu'elle fait partie de la doctrine de l'Église, et qu'elle n'est pas tombée du côté de l'hérésie, hein, comme c'est parfois possible pour certains auteurs, et surtout pour des femmes. C'était vraiment, mais elle en avait conscience. Elle est quand même, de garde, elle vient d'une famille, elle appartient à la famille impériale, hein, donc appartient à la grande noblesse, donc elle connaît les rouages du pouvoir, elle reconnaît le pouvoir du pape, elle veut même défendre, hein, l'autorité pontificale, et même si c'est une visionnaire, c'est-à-dire toute petite déjà, elle recevait des messages, hein, de Dieu, donc elle est quand même à la limite de la borderline aujourd'hui, mais elle a toujours voulu rester dans le cadre officiel et admis. Ça, c'est important. Et est-ce que le fait justement d'être une femme issue d'un milieu de pouvoir, ou en tout cas plutôt élevé dans l'échelle sociale, ça peut expliquer le fait qu'elle ait un peu touché à tout, qu'elle ait pu le faire? Est-ce que des femmes, par exemple, une moniale, mais qui viendrait d'un milieu beaucoup plus modeste, auraient eu, comme elle, plus de facilité à accéder à plein de domaines différents? Voilà, il y a en effet la question de l'éducation toujours qui se pose en général, hein, pour tout le monde, mais surtout pour les femmes. C'est-à-dire où est-ce qu'elle a appris, où est-ce qu'elle a appris le latin, où est-ce qu'elle a appris la musique. Donc ça peut être dans le milieu familial, notamment pour la musique. On sait qu'elle avait un frère chantre de Mayence, initié. Et elle a été éduquée elle-même par une femme, Vita, une femme recluse. Donc il y a eu une transmission aussi de femme en femme. Ça, c'est ce qu'on sait pour la musique. Et puis pour la botanique, bah, il y avait une transmission importante dans les monastères, hein, c'est sûr. Et savoir si c'est elle qui a écrit ces textes. Donc elle était très humble, et elle prétendait ne pas être capable d'avoir un niveau intellectuel ou même plus important, mais je pense que Par rapport plus à peut-être l'étude des femmes savantes de manière générale, est-ce que c'est une question aujourd'hui qui bénéficie d'importance dans l'historiographie? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travaux dessus? Est-ce que c'est peut-être encore à la mode aujourd'hui ou oui, elle est intéressante votre question. Ce qui nous intéresse surtout en tant qu'historien, historienne aujourd'hui, c'est de savoir, enfin, le statut de la femme autrice, de la femme auteur. Parce que ce qui apparaît, ce qu'on a dit quand même pendant longtemps, c'est que la femme ne pouvait pas exister en tant qu'autrice sans l'intermédiaire de l'homme. Donc c'était plutôt une femme qui dictait, hein, ces textes, qui étaient ensuite écrits et diffusés par des hommes. Et on s'aperçoit aujourd'hui, alors évidemment on a très peu de manuscrits primaires, c'est-à-dire écrits par l'auteur, hein, ou l'autrice, mais ce qui apparaît, c'est qu'on a quand même pendant des années sous-estimé la capacité des femmes à écrire en latin ou en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue vulgaire. quand on mène des travaux du coup, enfin quand vous évoquez cette question du coup de savoir si les femmes pouvaient écrire elles-mêmes, si
sur quoi on s'appuie? Parce que les textes, du coup, forcément, ils vont peut-être pas nous dire de même qui l'a écrit et comment on fait pour essayer de savoir la vérité, ou même pas, peut-être sur d'autres. Est-ce que vous avez d'autres sources, d'autres. Alors, c'est à la fois un travail de philologue. Le philologue, c'est l'historien des textes, donc il va vraiment voir le vocabulaire et voir si les textes ont été toujours écrits par la même personne, hein, puisqu'on a quand même une caractéristique de style ou d'usage du vocabulaire. Et puis, c'est vraiment reconstituer le contexte historique, c'est-à-dire essayer de savoir comment se diffusait l'éducation. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, mais si on c'est toujours pareil, si on se pose les questions et si on essaye d'y répondre, bah, en creusant, en cherchant à droite, à gauche, on arrive à avoir des réponses. Donc c'est vraiment le contexte. Et là aussi, pendant des années, c'est aussi la vision qu'on a du Moyen Âge, c'est une bande d'analphabètes et ils sont pas capables de lire et d'écrire, mais ça, c'est pas forcément la réalité, pas partout. Et il y a quand même eu la volonté de l'Église de monopoliser l'écrit, hein, qui est manifeste, mais qui n'est pas forcément une réalité. Donc au final, si on a décidé de rattacher ces deux figures, donc d'Hildegard de Bingen et Trotula, on l'a dit, c'est par notre définition au début de femmes savantes, de femmes de médecine, mais c'est aussi parce que même si on n'est pas sûr de l'existence de l'une, c'est parce que c'est deux femmes qui ont touché à des domaines qui n'étaient pas les domaines dans lesquels on pouvait les attendre à l'époque. Et c'est ce qu'on a trouvé, on a trouvé du coup pertinent de les comparer, de parler un peu de leur histoire, des choses qu'elles ont pu aborder dans leurs livres. Sur ces belles paroles, merci Noël pour cette petite précision. Et quant à nous, ben, on se retrouvera dans les prochains épisodes d'Histoire 2, toujours en compagnie de la même équipe avec Antoine, Noan et Céline Purol. Donc, merci à tous les trois d'avoir été là. Et on se retrouve. Alors n'hésitez pas, bien sûr, pour ceux qui nous écoutaient, si vous avez des conseils à nous donner, des points d'amélioration, Des recommandations de sujets aussi. des recommandations de sujets, exactement. Une histoire médiévale de préférence. Nous sommes vigilants à vos commentaires et à une prochaine fois pour un nouvel épisode d'Histoire.